Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, ceci est ma toute première vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Je vais parler de David Grush, le lanceur d'alerte qui a fait beaucoup parler de lui, au sujet des ovnis que cacherait le gouvernement américain. Mercredi 23 juillet 2023, David Charles Grush, un ancien officier du renseignement et colonel dans l'armée de l'air américaine, a été auditionné devant le Congrès au sujet des ovnis sur lesquels travaillerait secrètement le gouvernement américain. Alors à quoi sert le Congrès ? Il renvoie à l'article 1 de la Constitution, puisqu'il a avant tout vocation à voter les lois. C'est l'équivalent de notre Parlement, composé de députés et de sénateurs. Or, pour élaborer les lois, le Congrès peut auditionner des témoins lors de séances qui se tiennent généralement publiquement. À quoi servent ces déclarations ? Alors il y a un bureau de résolution des anomalies, le AARO, All Domain Anomaly Resolution Office, qui a été créé en 2023 par le Congrès et avec le Pentagone, qui fait suite à d'autres bureaux d'identification, qui a vocation à déstigmatiser les rapports d'observation d'OVNI par les militaires notamment. Alors, point nomenclature, jusqu'ici les ovnis s'appelaient UFO, désormais on les appelle plutôt UAP, pour Unidentified Anomalous Phenomena, ce qui permet d'englober aussi les phénomènes sous-marins. Alors en français on appelle ça PAN, pour phénomènes aérospatiaux non identifiés. J'ai plutôt tendance à utiliser le bon vieux terme OVNI. Le problème c'est que c'est assez connoté, c'est une des autres raisons pour lesquelles on a tenté de changer la dénomination. Pour ma part, c'est plus simple de dire OVNI. Voilà. Donc cette volonté d'officialisation et de transparence provient des élus à la fois démocrates et républicains, comme par exemple le député démocrate de Californie, Robert Garcia, qui a déclaré que les ovnis, quels qu'ils soient, peuvent constituer une menace sérieuse pour les avions militaires et civils, et cela doit être compris. Nous devrions donc encourager la multiplication des rapports sur les ovnis et non leur diminution. Et plus nous comprendrons, plus nous serons en sécurité. Il faut savoir que d'autres députés sont eux aussi à l'origine d'un amendement à la loi sur la divulgation des phénomènes anormaux non identifiés de 2023, qui inviterait les administrations et entreprises privées en possession de documents relatifs aux ovnis de les remettre à une commission de 9 personnes nommées par le président de la République, Joe Biden, à des fins de déclassification. Il y a donc potentiellement de nouvelles révélations et de nouveaux documents déclassifiés à venir. Et j'y reviendrai plus tard. Le sénateur ayant le plus motivé la création de ces programmes à leur origine en 2007, c'est Harry Reid, président de la majorité démocrate au Sénat. C'est aussi dans cette optique de poursuivre les demandes du peuple américain et des élus qu'a eu lieu le 31 mai 2023 la longue réunion publique de la NASA sur les ovnis. Cette réunion était tout à fait sérieuse et elle a été d'ailleurs relayée par un rapport du Pentagone qui confirme d'ailleurs l'existence de 144 rencontres entre des pilotes militaires et des ovnis de 2004 à 2021. Il y en a plus de 650 en tout qui feraient l'objet d'études selon Sean Kirkpatrick, physicien et directeur de l'AARO, et ce depuis le premier bureau d'identification des ovnis qui a été créé en 1952 et jusqu'à 1969, qui était alors appelé le Blue Book, et qui avait rassemblé plus de 12 000 témoignages. Que contiennent les déclarations de David Grush et pourquoi est-ce que c'est différent cette fois-ci ? Alors déjà, il parle d'un engin spatial en forme de cloche qui aurait été récupéré dans le nord de l'Italie en 1933, mais aussi de restes non humains de pilotes de l'engin, extraterrestres ou autres tels que venant d'autres dimensions. Ces propos, ils sont assez effarants. Autant des rapports d'observation d'OVNI, on en a vu passer un certain nombre qui provenaient de membres de l'armée comme lui ou de personnes tout aussi sérieuses, autant l'affirmation selon laquelle les États-Unis détiendraient dans le secret non seulement des débris, mais aussi des restes biologiques. C'est la première fois qu'on entend ça. Et pourtant, ça fait écho à notre imaginaire le plus primaire et aux théories complotistes les plus anciennes. Un engin en forme de cloche, des pilotes extraterrestres, ça n'est pas l'idée que la communauté scientifique se fait d'une potentielle intelligence extraterrestre, habituellement, mais voilà, c'est les déclarations qui ont été faites.
Et donc depuis cette date, les États-Unis et ses alliés, les Five Eyes, c'est-à-dire l'Australie, le Canada, le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande, auraient créé un autre programme, encore une fois, pour tenter de comprendre le fonctionnement de ces restes grâce à leur signature radiologique et à leur construction atomique unique, et ce, à des fins non seulement scientifiques, mais aussi et surtout militaires. C'est-à-dire de quel métal il s'agit, quelle technologie, est-ce qu'on peut l'employer à nos fins, est-ce qu'il s'agit d'une menace pour nous ou non. Et donc, étant donné qu'il s'agirait surtout d'un but militaire, ça pourrait expliquer les raisons pour lesquelles aucune information ne serait diffusée. Alors que s'il s'agissait d'un but exclusivement scientifique, on peut penser qu'il y aurait un peu plus de transparence à ce sujet. Et là où David Grush estime qu'il faut lancer l'alerte, c'est déjà parce que, selon lui, ces informations ne devraient plus être secrètes. D'autre part, parce que ses collègues du programme lui ont confié, je cite, leurs préoccupations concernant une multitude d'actes répréhensibles, entrant en violation avec The Federal Acquisition Regulations, une institution chargée de la régulation des fonds, mais aussi la suppression d'informations au sein d'une base industrielle qualifiée et du monde universitaire. Donc il reproche évidemment que ces informations ne soient pas transmises au corps scientifique. Alors qui est David Grush ? David Grush, il a 36 ans. Il est vétéran de l'armée de l'air au rang de colonel, il a eu plein de décorations, il a travaillé dans les services de renseignement pendant 14 ans, ainsi qu'à l'Agence nationale du renseignement géospatial, NGA en anglais, qui a pour fonction d'analyser le renseignement géospatial et de le diffuser via l'imagerie satellite, et qui s'intéresse notamment aux phénomènes non identifiés. Mais pas seulement, il faut savoir que c'est aussi eux qui sont responsables, par exemple, d'avoir transmis des données quant à la position d'Osama Ben Laden au Pakistan. Il a donc un CV ultra impressionnant. Non seulement il a commencé à travailler dans les renseignements très jeune, mais il a partagé quand même des informations confidentielles pendant 14 ans, on lui a fait confiance. Entre 2019 et 2022, il est affecté à une équipe en charge de l'identification des OVNI, et en avril 2023, il a quitté ses fonctions au ministère de la Défense, rattaché au service de renseignement, seule possibilité pour lui d'engager la responsabilité du gouvernement. Alors ce qui est étrange, ce qui met un peu la puce à l'oreille dans cette histoire, premièrement, on sait que ses pairs le considèrent comme irréprochable, notamment Carl E. Neal, qui a travaillé avec lui à l'identification des OVNI à l'Agence nationale de renseignement géospatial, a confirmé qu'il avait toujours été très sérieux, et ce, alors même que David Grush avait déjà porté plainte lorsqu'ils ont commencé à travailler ensemble. Il faut savoir aussi qu'il a fait une déclaration publique devant le Congrès. Or, cette déclaration, elle est faite sous serment, on voit les images, c'est-à-dire que s'il ment, il s'expose à des poursuites. Par ailleurs, évidemment, il n'avait aucun intérêt à mentir. Il a d'abord alerté successivement en 2021 et 2022, alors qu'il était encore en poste, le département de la Défense en faveur d'une prise de position sur les OVNI, qui permettrait d'informer les membres du Congrès. Il a quand même dû démissionner pour pouvoir faire ses déclarations publiquement. Il a fourni des documents classifiés, ce qui lui a valu des représailles et même des menaces. À la suite de quoi, il a porté plainte pour obtenir officiellement le statut de lanceur d'alerte en mai 2022, et c'est en 2023 qu'il a fini par pouvoir s'exprimer publiquement, comme vous le savez. Pour finir, qu'elle soit d'origine alien ou pas, des observations qui ne trouvent pas de réponse jusqu'ici, il y en a eu des tas. Ce qui pose problème. Premièrement, contrairement à de nombreuses déclarations qu'on a pu avoir jusqu'à présent, et donc les 144 rapports de découverte d'OVNI dont je parlais tout à l'heure, pour celui-ci, on n'a absolument pas de preuves visuelles. Déjà, comment est-ce qu'il a eu connaissance de ces débris ? Il n'a pas lui-même vu ces restes, ces débris d'ovnis et de corps non humains dont il parle, mais il en a évoqué le sujet avec plusieurs de ses collègues qui se sont confiés à lui. Il évoque une quarantaine de témoins anonymes, dont ceux qui font toujours partie du programme et qui n'ont pas fait de déclaration publique sur le sujet. Ces personnes, elles auraient elles-mêmes eu connaissance de photos des débris ou des restes biologiques, mais on n'en sait pas plus sur le sujet. En tout cas, on ne peut pas affirmer qu'elles les aient elles-mêmes vues directement. Ça fait quand même beaucoup d'intermédiaires. Y a-t-il donc des preuves ? Alors non. Comme je l'ai dit, et c'est le gros point noir de cette affaire, il n'y a pas de preuve de ce qu'il avance, étant par ailleurs toujours tenu par son obligation de confidentialité à certains niveaux. Par exemple, il ne peut pas affirmer que le gouvernement a été en contact avec des intelligences extraterrestres,
Ce qui, quelque part, confirme son sérieux et son respect envers les institutions, mais ne nous permet pas d'obtenir des preuves tangibles. Est-ce que le gouvernement américain a démenti ? Oui, le Pentagone et Sean Kirkpatrick, à la tête de la section qui recueille les observations des UAP par les pilotes, a dit qu'il n'avait aucune preuve crédible selon lesquelles les objets défient les lois de la physique. Ça, on va y revenir, ça fait référence aux observations qui ont été faites par les autres pilotes de l'armée. On a aussi Sue Goh, porte-parole du Pentagone, qui a exprimé que pour le moment, il n'a été découvert aucune information vérifiable permettant d'étayer les affirmations selon lesquelles des programmes concernant la possession ou la rétro-ingénierie de matériaux extraterrestres ont existé dans le passé ou existent actuellement. L'ARO s'engage à suivre les données de l'enquête où qu'elle mène. Est-il le seul à en parler ? Non. D'abord, il faut savoir que 2 autres pilotes de l'armée de l'air étaient présents aux côtés de David Grush devant le Congrès mercredi 23 juillet. Il s'agit de Ryan Graves et le retraité commandant David Fravor, qui ont tous deux déclaré qu'ils avaient rencontré en plein vol des engins visiblement d'origine non humaine. Et Graves a ajouté que ça n'était ni rare ni isolé. Il a lui-même déclaré avoir vu lors d'un entraînement un cube sombre au sein d'une sphère claire, et pour lequel il n'y a pas eu de rapport d'incident. David Fravor, quant à lui, parle souvent de cet incident de 2004 pour lequel nous avons une vidéo. Alors cette vidéo, elle est très furtive, elle montre pas grand-chose. Elle est connue sous le nom Tic Tac vidéo. C'est lui qui en fait évoque un mouvement de Tic Tac qui n'arrive pas du tout à expliquer par des technologies humaines. Il dit d'ailleurs à ce sujet « Honnêtement, je ne pense pas que l'humain a développé cette technologie ». Il a répété ça plusieurs fois lors d'entretiens qu'il a pu faire via des médias nationaux, de news, par exemple CBS News, NBC. Il y a aussi, et il faut en parler, l'ex-officier du renseignement Luis Elizondo qui a dirigé un des ancêtres de l'ARO et qui a écrit sur Twitter à l'adresse de David Grush « Merci pour ton courage et ton honnêteté ». Puis Carl Neal, et c'est peut-être le plus convaincant, a déclaré son affirmation concernant l'existence d'une course aux armements terrestres au cours des 80 dernières années axée sur la rétro-ingénierie de technologies d'origine inconnue est fondamentalement correcte, tout comme la constatation indiscutable qu'au moins certaines de ces technologies d'origine inconnue proviennent d'une intelligence non humaine. Alors, qu'en dit maintenant la communauté scientifique ? Si on revient sur les déclarations de David Grush quant à la découverte d'un engin extraterrestre en 1933, donc il y a 90 ans, à des fins d'identification de technologie pour pouvoir éventuellement la reproduire, dans ces cas-là, on peut s'intéresser à une déclaration de Sarah Russell, une planétologue du Muséum d'Histoire Naturelle de Londres, qui a évoqué le fait que l'identification de métaux est en principe ultra rapide. Notamment, elle dit que si on lui donne un alliage métallique, il lui prendrait moins d'une demi-heure pour déterminer de quel élément il s'agit, de quel élément il est composé, tout simplement. Alors pourquoi prendre 90 ans pour étudier cet alliage métallique ? Voilà. Alors est-ce que l'agence a réagi ? Alors l'actuel directeur de l'ARO, c'est Sean Kirkpatrick. Et en dehors de ce que j'ai présenté tout à l'heure, il n'est pas content du tout de ce que David Grush a dit. Il a même poussé sa colère sur son LinkedIn où il a déclaré que les propos de Grush étaient insultants, qu'il n'avait même pas voulu discuter avec l'agence, que certains de ses anciens collègues avaient peur pour leur poste. On rappelle qu'il nie complètement l'existence de ce programme. Et il y a une autre déclaration qui soulève des questions, celle de Christopher Mellon, qui n'a pas dirigé l'ARO mais qui a collaboré avec l'AATIP. Et il a travaillé pendant plus de 20 ans dans les renseignements, notamment au rang de secrétaire adjoint à la défense pour le renseignement, qui a déclaré « Un certain nombre de fonctionnaires actuels et anciens bien placés ont partagé avec moi des informations détaillées concernant ce programme présumé, compris des aperçus de l'histoire, des documents de gestion et de l'endroit où un vaisseau aurait été abandonné et récupéré. Cependant, il est délicat de faire parvenir ces déclarations potentiellement explosives aux bonnes mains pour qu'elles soient validées. La tâche est d'autant plus ardue que, à tort ou à raison, un certain nombre de sources potentielles ne font pas confiance à la direction de l'ARO, créée par le Congrès. Il y a plein de choses dans cette déclaration qui est volontairement très mystérieuse, mais ce que moi je comprends en tout cas, c'est que déjà, ce programme existerait et qu'il mènerait des recherches depuis de nombreuses années, parce que ça, on n'en est pas sûr, hein, c'est ce que le Pentagone a d'ailleurs nié. Il parle bien de ces fameux
débris qui auraient été retrouvés et récupérés par le gouvernement américain. Il parle aussi du coup des documents, des photographies qui ont pu être aperçues par les différents membres du programme. Donc tout ça jusqu'ici coïncide avec les déclarations de David Grush. On voit aussi que les sources ne sont pas forcément fiables, et enfin qu'il y a des mésententes entre les officiers et leur direction. Ce que moi je retiens jusqu'à présent, c'est qu'il y a clairement une opposition entre le Pentagone, allié au Congrès, et les programmes organisés indépendamment, bien que financés par le gouvernement et le ministère de la Défense. Mais j'ai bien le sentiment que, en fait, il y a une vraie rivalité entre leur direction et les membres qui composent ce programme, puisque ça s'est répété plusieurs fois au cours de l'histoire. Alors les sources, justement. Quelles sont les sources de cette affaire et du témoignage de David Grush ? Notamment, le média qui a l'article le plus fourni sur le sujet, c'est le magazine en ligne debrief.org. Et dans ce magazine, qui a l'air de s'intéresser aux sciences aérospatiales, il y a des catégories sciences, tech et space, et à leur côté une catégorie UFO. J'en déduis rien, ça a l'air très complet et très sérieux. Ils ont croisé beaucoup d'informations sur les membres des différentes équipes affiliées au projet. Il y a d'autres grands magazines américains qui ont relayé l'information, notamment The Guardian, mais ils ne font quasiment que se référer au débrief, ce qui pose forcément problème dans le fait d'avoir une unicité de source. A l'inverse, le New York Times et le Washington Post ont refusé de relayer l'affaire par manque de preuves. Après, nous avons des entretiens par le passé où des informations qui ont été relatées par les grands médias tels que CNN, CBS, NBC, mais pas de vrai travail d'investigation a priori. Est-ce que ça s'est déjà produit par le passé ? En 2017 a éclaté une affaire très similaire. J'en ai déjà parlé, il s'agit de Luis Elizondo, un ancien directeur du programme d'identification des menaces aérospatiales avancées, AATAP en anglais, géré par le Pentagone avant la et qui a déploré la suspension des financements depuis 2012. Ce programme il s'est donc étendu officiellement de 2007 à 2012 et officieusement il aurait continué à évoluer jusqu'à 2017 mais sans les financements de l'État. Donc on a des déclarations très similaires. Selon lui, le programme était indispensable pour assurer la sécurité des forces armées et de la nation. Il dit avoir eu connaissance de restes d'objets dont les alliages en métal n'ont pas pu être reconnus et que certains phénomènes ne semblaient provenir d'aucun autre pays. Et Luis Elizondo a fini, comme David Grush, par démissionner, pour rejoindre entre autres Christopher K. Mellon dans une nouvelle entreprise appelée To The Stars, Academy of Arts and Science. Fun fact, cette entreprise a été cofondée par le guitariste de Blink-182, Tom DeLonge. Je mets juste ça là et vous en faites l'interprétation que vous voulez. Il faut savoir que la majorité des fonds de ce programme avaient alors été alloués à Robert Bigelow, un entrepreneur et magnat de l'immobilier milliardaire convaincu que les aliens existent depuis toujours et qu'ils se sont déjà rendus sur Terre. Cet homme qui aime satisfaire sa curiosité existentielle profonde offre par exemple $1 million à quiconque lui prouvera qu'il y a bien une vie après la mort. Cela dit, il vaut mieux dépenser son argent dans la recherche que pour faire une collection de jets privés. Mais est-ce que diriger la majorité de ces financements pour la recherche et l'identification d'OVNI vers une société créée pour affirmer l'existence des OVNI est la meilleure des idées ? En tout cas, la personne, je le précise, qui a décidé d'attribuer ces fonds à l'entreprise de recherche de Bigelow, c'est son ami de longue date, le sénateur Harry Reid, que j'ai évoqué tout à l'heure, et qui était lui-même à l'origine de l'AATP, le premier programme officiel d'identification en lien avec le Pentagone, créé en 2007. Je vous renvoie au très intéressant article du New York Times sur le sujet que je mettrai en description. Conclusion, on n'en sait rien. Mais il est quand même intéressant, je trouve, de voir que des institutions aussi dignes de confiance, en tout cas dans notre imaginaire, que la NASA ou des membres des renseignements américains, même des élus, peuvent émettre de véritables doutes sur la nature de ces objets. Et c'est particulièrement surprenant pour nous, Français, qui n'avons pas du tout ce genre de programme, en tout cas pas à notre connaissance. Donc voilà, il y a tout ce sentiment de X-Files qui me prend, et d'ailleurs c'est vraiment ce genre de programme en fait qu'on voit dans la série. Mon avis, c'est que ces témoignages ils sont sincères.
Je pense pas qu'il y ait de volonté de créer de polémique ou d'encourager des théories complotistes, d'ailleurs ils le disent bien. Je pense que les pilotes en vol ont réellement vu des choses qu'ils étaient incapables d'expliquer. D'ailleurs, on en a des preuves en vidéo, même si voilà, elles sont de qualité plutôt médiocre. On peut pas vraiment nous-mêmes faire de thèse là-dessus, mais voilà, je pense que les témoignages dont David Grush a eu connaissance l'ont convaincu qu'il y avait de l'eau dans le gaz, que par ailleurs le manque de confiance avec la direction n'aide pas à avoir des certitudes quant à la nature de ces objets, et surtout les démentis du Pentagone quant à l'existence même du programme ne permettent pas de relativiser cette situation et nourrissent encore plus les théories les plus farfelues. Il me paraît clair que on ne nous dit pas tout, c'est évident, il y a des secrets d'État, tous les États en ont, et pour autant, on le répète, mais tant qu'on n'a pas prouvé quoi que ce soit, y a pas grand chose de plus à dire. Il faudrait peut-être attendre d'y voir un peu plus clair et d'avoir un peu plus de témoignages ou de nouveaux documents sur le sujet si cette proposition de loi porte ses fruits. Pour l'instant, voilà, il n'y a pas grand chose. Par ailleurs, il faut bien souligner que l'argument d'autorité que représente l'impressionnant CV de David Grush, il n'est pas suffisant. Les déclarations comme celle-ci, elles laissent imaginer tellement de choses qu'elles vont rapidement être amalgamées avec d'autres témoignages ou d'autres observations de phénomènes, et forcément, ça se relie à notre imaginaire. Après, voilà, il faut que ce soit tout de même un sujet de préoccupation. Comme le dit par exemple Ryan Graves, si les ovnis sont des drones étrangers, dans ces cas-là, il est urgent d'en faire un sujet de sécurité nationale. Si c'est autre chose, dans ces cas-là, c'est un problème pour la science, et dans les deux cas, c'est un sujet d'inquiétude pour la sécurité aérienne. Mais s'il y avait un lien avéré entre les ovnis observés par les pilotes de la Navy et les déclarations de David Grush, pourquoi dans ces cas-là on se focalise sur des débris qui ont 90 ans ? Enfin, en fait, si les aliens nous avaient rendu visite il y a 90 ans, j'imagine que leur technologie aurait pu beaucoup évoluer, ou que d'ici là, ils auraient peut-être été capables de rentrer en contact avec nous d'une autre manière, et sans jurer confiance évidemment à l'État américain. Je pense que s'il y avait une menace sérieuse et immédiate en dehors de la menace liée à l'espionnage ou au stress occasionné chez les pilotes de la Navy, si c'était une menace d'ordre international par ailleurs, parce qu'on se focalise vraiment beaucoup sur le peuple américain, à mon avis, il y aurait peu d'intérêt à le cacher. Il faudrait au contraire mettre au courant un maximum de scientifiques du monde entier pour tenter de trouver une solution. Et je pense aussi qu'en 90 ans de recherche, d'autres que David Grush auraient potentiellement sacrifié leur carrière pour parler avant lui. Et notamment des gens qui auraient eu connaissance de ces débris de manière plus directe. Mais voilà, je trouve ça quand même intéressant et assez surprenant en fait, de voir qu'il y a des études de plus en plus sérieuses sur les ovnis, que des bureaux comme ceux de X-Files existent réellement, et à la limite j'aurais plus tendance à être impressionnée par les vidéos et les déclarations de David Fravor ou d'autres militaires plus récentes que par celles de David Grush. Mais voilà, ça s'inscrit dans un tout, et en tout cas je vous invite à lire un maximum d'articles sur le sujet, même si, comme je vous l'ai dit, il y en a assez peu, mais ça fait toujours référence à des articles qui ont été écrits par le passé, et étant donné que le sujet n'est désormais plus tabou officiellement, je pense que on est amené à recevoir d'autres informations, et surtout si cette loi est amenée à évoluer. Voilà, pour finir, je vais quand même vous présenter ma chaîne en 2 mots. Elle va parler de mystères, d'événements non élucidés, d'histoires horrifiques, de contes mystiques, qui soient de l'ordre de l'art ou de la fantaisie, de monde imaginaire, de curiosité de l'univers. Et si vous pensez que vous êtes arrivé là par hasard, eh bien moi, je crois pas au hasard. Je pense que vous êtes ici pour une raison. Faites confiance au destin et revenez me voir. Pour ne pas oublier ou pour tout simplement me montrer votre soutien, si vous pouvez mettre un pouce, vous abonner ou mettre un commentaire, n'importe quoi, ça me ferait super plaisir. Voilà, ciao!